Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 24 juin 2022. Au sommaire cette semaine, 5 articles. Pouvoir d'achat, stock, date, une période de solde à nouveau incertaine, à lire sur fashionunited.fr. La supply chain est au cœur de la promesse client, à lire sur e-commerce mag. Les secrets de Micromania pour une expérience de live shopping réussie, à lire sur le JDN. VP reste une entreprise créative, innovante et solide. Interview à lire sur e-commerce mag. Et enfin, paiement en magasin, comment Yavin veut supprimer les commissions bancaires, à lire sur e-marketing.fr. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Avant de commencer, un petit message. Avec les Digital Doers, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour vous qui écoutez cette revue de presse, acteurs de notre écosystème. Si vous souhaitez animer la prise de parole sur votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous et moi autour de votre proposition de valeur. Alors si vous êtes intéressé, contactez-moi. Par ailleurs, je vous invite à découvrir le nouvel épisode de cette semaine, le numéro 143, dans lequel je reçois deux invités, Anouk Le Terrier et Lisa Soulois, les deux cofondatrices de Dijo, D-I-J-O, une jeune DNVB qui fabrique et commercialise des probiotiques. Le sujet peut sembler énigmatique, pourtant ces deux jeunes femmes ont réussi à faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires dès la seconde année. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment toujours sans coupure. Pouvoir d'achat, stock, date, une période de solde, à nouveau incertaine, à lire sur fashionunited.fr en date du 20 juin. Depuis 2020, la même interrogation pour les commerçants. Comment vont se dérouler les soldes, traditionnel temps fort de la consommation en France, bousculés consécutivement par le Covid-19, les préoccupations écologiques, les difficultés d'approvisionnement et aujourd'hui une inflation galopante. Le directeur de l'Observatoire économique de l'Institut français de la mode, IFFM, Gilda Mainviel, connaît parfaitement le secteur, mais ne peut que constater qu'il est difficile de savoir exactement comment les consommateurs vont se comporter lors des soldes d'été qui débutent mercredi et se poursuivront jusqu'au 19 juillet dans un contexte d'inflation inédit depuis plus de 30 ans. Bien discrétionnaire menacé. En bourse en tout cas, les poids lourds de la fast fashion comme Boohoo, Azos, Zalando ou même Inditex, malgré des résultats financiers insolents du géant espagnol, font grise mine depuis le début de l'année. Leurs cours reculent respectivement de 45%, 60%, 66% et 24%. Des performances à mettre en regard de l'indice européen Eurostock 50 qui a perdu 20% de sa valeur. Les inquiétudes des marchés valent aussi pour les produits high-tech ou d'ameublement. On n'a encore jamais vu de période lors de laquelle le pouvoir d'achat baisse ou les ventes de biens discrétionnaires, c'est-à-dire non essentiels, ne baissent pas, explique à l'AFP Clément Genelot, analyste financier spécialiste du secteur de la distribution chez Bryan, Garnier & Co. Sandra Wabian, directrice générale du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, le CREDOC, estime pour sa part récemment que si les consommateurs au pouvoir d'achat plus serré ne peuvent réduire significativement leurs dépenses alimentaires, ils vont couper l'achat de plaisir. Le moral des ménages qui jouent dans leur envie de consommer a aussi été durablement éprouvée depuis le début de l'année qui a commencé avec le variant Omicron, rappelle Gilda Mainviel. S'y sont ajoutés le conflit en Ukraine et la hausse de l'inflation sur de nombreux postes de dépenses, l'énergie, les transports, puis l'alimentation. La question des stocks. Se pose en outre la question des stocks que la période de solde doit permettre d'écouler. Le spécialiste en la matière, le patron du site VP, Jacques-Antoine Grandjean, disait mercredi à l'AFP avoir à sa disposition moins de stocks que les années précédentes, les marques ayant pour certaines remis en boutique celui des années précédentes. Dans un contexte très incertain, les entreprises se sont aussi montrées plus prudentes dans leurs commandes et ont privilégié des sources d'approvisionnement plus proches, comme le Maroc, pour coller plus rapidement et plus efficacement à la demande.
Stéphane Rodier, patron de 3 boutiques de prêt-à-porter haut de gamme à Granville, Saint-Malo et Avranches, dit avoir subi des livraisons retardées d'1 mois, de 2 parfois, en raison de chaînes d'approvisionnement perturbées par le Covid-19, la guerre en Ukraine ou encore l'engorgement des ports chinois. De fait, il a bien du stock à vendre, mais trouve ahurissant de vendre les produits d'été en solde au moment où il faut les vendre plein pot, le lendemain du début de l'été. On a certes besoin de trésorerie qui se remplit grâce à un surcroît d'activité pendant les soldes, mais aussi de marge, alors que le remboursement des prêts garantis par l'État, les PGE, a commencé en avril. Dernier facteur d'incertitude, les préoccupations environnementales des consommateurs qui se tournent massivement vers la seconde main. Stéphane Rodier, par ailleurs trésorier de la Fédération nationale de l'habillement, estime que le principe même des soldes doit être repensé. Produire en gros volume qu'on doit ensuite brader pour se débarrasser, c'est quand même pas du tout écologique, regrette-t-il, appelant à une réflexion globale pour faire émerger des solutions viables qui ne nous fassent pas consommer pour consommer. Désormais, la supply chain est au cœur de la promesse client par Stéphane Tomczak, fondateur de Deliver. Avec une édition libérée de toute restriction sanitaire, Deliver QV 2022 a retrouvé ses couleurs à Amsterdam, marquée par la multiplicité de nouveaux projets. Cette édition laisse une impression très positive auprès des acteurs du e-commerce et de la logistique. Le point avec Stéphane Tomczak, le fondateur de Deliver. Comment percevez-vous cette édition 2022 de Deliver ? Un retour à la normale en quelque sorte. Il s'agit en effet de la première édition post-Covid avec une absence totale de restrictions. C'est un grand plaisir de voir les grands sourires affichés sur les visages des participants, qu'ils soient exposants, acheteurs, sponsors, journalistes. J'ai l'impression d'assister à un nouveau cycle de ce salon basé sur de nombreux projets portés par les retailers. En effet, les acteurs du e-commerce se projettent à nouveau beaucoup plus et surtout sur des échéances bien plus longues. Nous assistons également à une recrudescence du networking et des prises de rendez-vous. Aussi, face à ce succès, nous avons pris l'initiative de décliner Deliver aux USA. Nous serons donc présents à Las Vegas les 27 et 28 septembre 2023. Quelles sont les principales tendances constatées ? L'environnement, déjà présent dans l'esprit de nombreuses marques depuis quelques années, semble être la priorité. De nombreuses entreprises communiquent sur leurs engagements environnementaux, point qui est devenu en quelque sorte la nouvelle norme. Or, les dirigeants se posent désormais une question essentielle: comment se différencier lorsque tout le monde, ou presque, affirme contribuer à diminuer l'impact environnemental de manière significative ? La réponse ne peut être apportée qu'à travers des innovations. En parallèle, l'expérience client devient essentielle et de nombreux projets voient le jour grâce aux témoignages apportés par les clients. Par ailleurs, l'intégration globale de l'offre est une tendance forte. D'hyper spécialistes, les marques n'hésitent plus à élargir leurs offres pour attaquer des marchés avec de nouvelles briques de services, soit de manière organique, soit via le phénomène de rachat et d'acquisition. En matière de packaging, quel est son impact sur le e-commerce en 2022 ? Le packaging a longtemps été perçu comme le parent pauvre du e-commerce. C'est désormais de l'histoire ancienne en raison de la sophistication et la complexité de la supply chain et de la grande variété des flux de livraison, magasins, domiciles, entreprises, retour des marchandises. Le packaging est devenu un point d'attention particulier. Il suffit de modifier le packaging pour se rendre compte de l'impact que cela engendre sur la supply chain avec le changement de réglage des machines. Mieux, il convient désormais un élément différenciant entre les marques puisqu'il représente un nouveau support de communication, voire un outil de customisation visuelle. Et en termes d'innovation packaging, des questions se posent. Comment garder le rôle premier de protection à l'aller et au retour? Comment simplifier justement le processus de réutilisation du packaging vis-à-vis du client? Des pistes sont ainsi explorées concernant le collage des paquets, l'allègement des matériaux, l'utilisation croissante de végétaux au détriment du plastique, la diminution de la place prise par rapport aux contenants, etc. Sans oublier l'avenir prometteur pour le packaging consigné. Comment la supply chain joue un rôle clé en 2022 pour le e-commerce ? Désormais, la supply chain est au cœur de la promesse client. Il est en effet primordial pour les entreprises de maîtriser avec précision toute la logistique jusqu'à la remise du produit au client.
Véritable pont entre l'acte d'achat à la livraison, cette supply chain doit permettre de rendre disponible le produit, de trouver à ce dernier le circuit le plus court possible et traçable avant d'être remis au client. Une supply chain qui doit également favoriser le retour du produit vers la marque en simplifiant toutes les actions et démarches. Finalement, la supply chain devient un élément différenciateur entre les marques et celles qui la maîtrisent deviennent des leaders. Les secrets de Micromania pour une expérience de live shopping réussie. Après à lire sur lejournaldunet.com en date du 16 juin. Après une dizaine de tests en 2021, l'enseigne double la cadence cette année. Son directeur e-commerce partage l'expérience emmagasinée et ses bonnes pratiques pour faire du live shopping un nouveau levier de vente. Micromania, spécialiste dans la vente de jeux vidéo et de produits de pop culture, déjà bien présente sur les réseaux sociaux, a décidé de réaliser une première série de tests de live shopping il y a environ 1 an. Le jeu vidéo est par essence très communautaire, avec des membres très actifs et dynamiques avec lesquels nous nous engageons déjà fortement sur les plateformes et les réseaux sociaux. Le live shopping nous offre une opportunité complémentaire de continuer d'interagir avec nos communautés de manière à la fois conviviale et experte, tout en prenant le temps de leur présenter précisément nos produits, résume Samuel Vandam, directeur e-commerce et digital de Micromania. Entre juillet et décembre 2021, Micromania a réalisé 10 lives avec l'accompagnement et la technologie de Skippers, un pilote à l'été suivi de 9 sessions orchestrées à chaque temps fort pour l'enseigne, comme les sorties de jeux et les rendez-vous commerciaux incontournables. Pour cette première série, l'enseigne ne s'est pas mise de pression sur les ventes, l'essentiel est ailleurs à prendre. Notre attention était surtout tournée vers la dynamisation du trafic de notre site marchand et la fidélisation de nos clients et visiteurs autour d'un rendez-vous convivial, précise Samuel Vandam. C'était aussi pour l'enseigne un enjeu d'image et de notoriété et une occasion pour renforcer la visibilité des produits issus de la diversification avec Zing. Bien entendu, tout cela devait se faire avec une maîtrise des budgets. Nous attendions des résultats sur les ventes pour équilibrer les coûts. Pari réussi puisqu'à la fin de la saison, non seulement les comptes étaient au vert, mais les audiences avaient été multipliées par 5, avec en moyenne 30 000 viewers par session, live et replay compris, preuve que le test and learn a porté ses fruits. D'un point de vue purement commercial, un live, c'est-à-dire 50 minutes d'animation et d'interaction avec des publics connectés, nous procure un chiffre d'affaires équivalent aux recettes d'un gros magasin Micromania un samedi, précise Samuel Vandam. Mais comment arriver à un tel résultat en si peu de temps ? La récurrence est le maître mot, c'est ce qui permet de tester ce qui fonctionne. Cela doit être associé à une mécanique d'animation qualitative, expertise, humour, interaction, et en phase avec ce qu'attendent les audiences et à des offres produits fortes, nouveautés, exclusivités, promotions, conseille Antoine Olive, cofondateur de la solution de live shopping Spooky, acquise par la plateforme Skippers en mars dernier, qui équipe Micromania. Selon ce spécialiste, les taux moyens de conversion des lives, tous secteurs et produits confondus, sont de 6 à 8% et entre 2 et 5% pour les replays des lives. La réussite d'un live shopping est aussi directement liée à la capacité à mobiliser du monde et à les faire revenir régulièrement. Pour cela, tous les canaux sont mobilisés, y compris une part d'achat média. À la fin de chaque live, il annonce le prochain, ensuite des notifications, un rappel sous forme de compte à rebours en emailing pour le site et sur les réseaux sociaux. Après le live, le replay est disponible sur le site et une campagne de retargeting mise en place pour renforcer sa visibilité. Si l'engouement de l'audience est fondamental pour faire d'une opération une réussite, la maîtrise des coûts est quant à elle un préalable à la rentabilité. Nous avons fait des choix rationnels pour mobiliser ce qui était déjà à notre portée, comme l'aménagement d'un studio dans nos propres locaux, nous libérant ainsi des coûts de production qui peuvent vite s'avérer lourds. La collaboration avec Alex Good, qui nous accompagne déjà sur d'autres activations pendant l'année et qui a une très forte connivence avec notre marque et une expertise poussée en jeu, la mise à contribution d'une de nos salariés pour l'accompagner pendant le live, etc., explique Samuel Vandam. Le live shopping est à la portée de toute entreprise. Chaque acteur peut maîtriser ses coûts à sa propre échelle.
S'il dispose d'une bonne mécanique de gamification et de promotion, il peut avoir des taux de conversion élevés, même en réalisant le live avec son smartphone, analyse Antoine Olive. Micromania part désormais sur une saison de 20 live shopping projetés sur cette année. Si les objectifs d'apprentissage, de génération de trafic, d'engagement, de fidélisation et de développement de la notoriété restent clés, l'enseigne ne s'interdit plus de se fixer des objectifs de vente ambitieux mais raisonnables. Nous sommes sur la bonne trajectoire, conclut Samuel Vandamme. VP reste une entreprise créative, innovante et solide. Interview de son patron à lire sur e-commercemag.fr en date du 21 juin. Aux prémices de l'e-commerce en 2000, Jacques-Antoine Granjon voit dans le web la possibilité de faire entrer le monde entier dans une boutique virtuelle présentant des catalogues numériques. 20 ans plus tard, VP est devenu l'une des plus belles réussites françaises dans le digital, mais aussi le leader européen de la vente événementielle en ligne. Rencontre avec ce dirigeant emblématique qui a gardé intacte sa passion pour son entreprise tout en faisant évoluer son business model. En 21 ans d'existence, et avec le fort essor de l'e-commerce, quelles ont été les grandes transformations pour VP ? Développer une entreprise est un long cycle. 20 ans, c'est à la fois jeune et mature. Durant ces 2 décennies, nous avons connu un certain nombre de phases. Entre 2000 et 2004, nous expérimentons le modèle et notre notoriété est à construire. Nous inventons une nouvelle façon de vendre des produits via le digital en devenant un soldeur en ligne, mais il n'y a pas encore la DSL. Entre 2004 et 2010, nous réalisons une incroyable croissance. Nous passons de 0 à 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Nous sommes profitables dès 2004. Nous embauchons 2500 personnes sans aucune levée d'argent. Google Free. C'est assez unique. De 2010 à 2018, nous nous confrontons à l'aventure américaine. VP se lance sur le marché américain en 2011, mais en 2014, la société se retire faute de rentabilité. À l'arrivée de la concurrence et à la maturité de l'Internet, au discount se développe dans l'ensemble du retail, y compris parmi les marques. Le secteur se tend. En 2019, nous recentrons notre modèle en Europe après 2 années de croissance externe, rachat de Privalia, venteexclusive.com. Nous devenons le leader en Europe. En 2020-2022 sont des années d'intégration, de réorganisation matricielle, de maturité sur notre savoir-faire. Aujourd'hui, nous restons une société indépendante, profitable, non cotée en bourse, libre de son destin. Nous restons une entreprise créative, innovante et solide. Comment s'est déroulée l'année 2021 ? Il est compliqué de répondre à cette question. Certes, le contexte de déstockage a été extrêmement favorable avec des magasins fermés, mais notre activité voyage a été impactée. Aujourd'hui, les enseignes veulent rapprocher leurs usines des lieux de distribution en fabriquant moins en Chine. Depuis juillet 2021, les marques qui ont souffert produisent moins, ce qui entraîne naturellement une diminution de leur stock. Quelles sont les prochaines étapes de votre développement ? Nos axes de développement sont quadruples. Le déstockage demeure notre cœur de métier. Grâce à notre trafic extrêmement puissant, nous nous sommes développés dans le voyage sans passer par Google. Nous réalisons quasiment 400 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019. Nous sommes passés à 0 pendant le confinement en 2020. 2 ans après, nous avons renoué avec les chiffres de 2019. Le voyage est la plus belle réussite de VP en termes de diversification. Troisième axe, notre marketplace, la Brands Place. Nous connectons les catalogues des marques et animons leurs promotions sur les collections plus récentes. Nous avons ainsi connecté 21 marques du groupe L'Oréal. VP est le seul site au monde où nos membres peuvent mettre dans leur panier les produits des 4 activités de L'Oréal, le luxe, la parapharmacie, les PGC, produits de grande distribution, et la coiffure. Et enfin, dernier axe fort, la seconde main. Justement, où en êtes-vous dans votre programme de seconde main Recycle ? Nous avons développé de nombreux projets autour de la seconde main. Fin 2020, nous avons lancé Recycle, une initiative en faveur d'une mode plus durable. Les membres peuvent retourner les articles qu'ils ont dans leurs armoires en échange d'un bon donné par une marque ou un distributeur. Les produits sont récupérés, lavés, triés, re-shootés, puis revendus sur notre plateforme. Nous proposons des ventes quotidiennement sur le site. L'an dernier, cela représentait plus de 200 000 pièces. Autre initiative, le service Return, qui permet
aux membres de revendre un produit de la communauté VP plutôt que de le renvoyer. L'objectif est d'éviter les coûts de transport, tri, envoi à la marque et donc de réduire notre empreinte carbone. C'est le début de notre approche C2C. Nous allons vers des services où nous sommes moins dépendants des stocks des marques puisqu'il y a des millions de pièces dans les armoires de nos membres. Cela vous incite-t-il à réfléchir à votre modèle et aux produits en vente sur la plateforme? Nous sommes au bout de la chaîne industrielle. Notre métier de soldeur digital implique que nous ne produisions rien. Nous vendons les invendus et participons ainsi à cette économie circulaire. Ensuite, nous sommes influenceurs. Nous ne vendons pas de fourrure animale depuis des dizaines d'années. Les marques sont libres de leur choix et font la balance entre profitabilité, éthique, morale, vision à long terme et leur besoin d'accompagner les consommateurs dans la protection de la planète. Nous prenons des actions concrètes qui nous paraissent importantes pour nous et nos membres. Cette indépendance a un prix et c'est notre choix. Quand nous faisons de la seconde main, ce n'est pas par de l'opportunisme, nous y réfléchissons depuis longtemps. Dans quel pays êtes-vous présent aujourd'hui? Quels sont les États les plus porteurs? Nous avons racheté les leaders en Europe, nous sommes actuellement présents dans 10 pays, nous nous sommes réorganisés depuis la crise sanitaire, nous étions dans 2 pays en Amérique du Sud, le Mexique et le Brésil. Nous avons vendu le premier et sommes en cours sur le second. Nous nous sommes recentrés sur l'Europe, nous avons fermé les petits pays B2C comme le Danemark, la Pologne, mais également l'Angleterre juste avant le Brexit. Aujourd'hui, nous sommes sur 5 zones, le Benelux, l'Allemagne et la Suisse, l'Italie, l'Espagne et la France. Et c'est quand même un métier de marque très latin. La France représente 55% de nos ventes et donc 45% pour les autres pays au global. Nous avons réussi le pari d'être une société européenne. Début janvier, l'entreprise a migré sur une seule et même plateforme européenne. Quels ont été les défis à relever? Ce chantier a nécessité 3 à 4 ans de travail. Nous avons réussi à muter 8 plateformes e-commerce avec un chiffre d'affaires conséquent sur chacune d'entre elles, au global 3,2 milliards d'euros en 2021, tout en continuant notre expansion en une plateforme unique le 11 janvier 2022. Un projet fastidieux et coûteux, très technique avec des outils à harmoniser pour les équipes européennes. Nous avons installé la marque VP depuis 2019, donc anciennement venteprivée.com, et nous avons encore 2 marques en Espagne et Italie, Privalia et VP. Nous avons réussi cette intégration européenne. La plateforme compte 66 millions de membres, 4,5 millions de visiteurs uniques quotidiens. Nous avons le taux de personnes qui reviennent tous les jours le plus élevé du web à 35%. Et ce trafic reste notre Graal. VP est un média vendeur puissant qui travaille avec 7000 marques et vend plus de 100 millions de produits par an. Vous êtes revenu aux commandes opérationnelles de VP en 2019. Est-ce temporaire ? J'ai eu 2 expériences malheureuses avec des DG, c'est de ma faute puisque je les ai choisis. J'ai décidé de faire autrement en reprenant les rênes de VP. Ce n'est donc pas temporaire, je travaille désormais avec 2 DGA et je suis beaucoup plus impliqué opérationnellement. Cela me convient et j'espère aux équipes aussi. Vous faites partie de la première génération d'entrepreneurs sur le digital. Comment voyez-vous l'évolution du paysage de l'e-commerce ? Aujourd'hui, l'e-commerce n'est plus l'apanage des startups ni des pure players, il appartient au phygital. J'ai toujours considéré que le commerce en ligne n'était qu'une façon de vendre. Nous sommes des commerçants. Avec le digital, le consommateur est devenu roi, il est libre et averti. Il a accès à toutes les concurrences en un clic. Il a ainsi l'opportunité d'aller dans un magasin s'il a envie ou de se faire livrer en achetant sur Internet. Quel est votre regard sur les technologies émergentes qualifiées de Web3, Metaverse, NFT, etc. C'est un monde virtuel extrêmement addictif et attractif. Néanmoins, cela reste un monde parallèle. Je peux le comprendre, mais il ne m'attire pas personnellement. Le Web3 est axé sur la propriété du virtuel, d'objets digitaux, sur la spéculation. Il est l'ultra-capitalisme. Quand je vois que des jeunes préfèrent acheter des terrains virtuels avec l'argent gagné avec des bitcoins, plutôt que de s'acheter un appartement, c'est assez fascinant. Néanmoins, derrière le Metaverse se dessine un monde extrêmement énergivore. Pour pouvoir se mouvoir dans un monde virtuel en pixels de manière qualitative, les besoins en serveurs sont très conséquents. Quels enseignements tirez-vous de la crise actuelle en matière de réorganisation et de souplesse ?
Excepté des équipes logistiques et shooting, nous avons mis 5000 personnes en télétravail dès le 16 mars 2020. Nous étions prêts car nous avions vécu les manifestations gilets jaunes et les grèves de la RATP et nous avons pu déployer le télétravail dans l'ensemble de nos pays. Nous n'avons véritablement lancé le retour au bureau des collaborateurs que le 10 octobre 2021. Nous avons opéré l'entreprise pendant 18 mois totalement en remote. La crise sanitaire a permis de repenser l'organisation du travail en mettant en place le flex office de manière très libre. Nos collaborateurs travaillent 2 à 3 jours par semaine en télétravail selon la décision de chaque manager. C'est une révolution. Avec la crise qu'on a vécue et qui continue avec la guerre en Ukraine et les menaces sous-jacentes, la vision du travail est différente. Si vous ne mettez pas en place une façon de travailler plus moderne, vous aurez du mal à recruter de nouveaux collaborateurs. Quand vous regardez votre parcours dans le rétroviseur, de quoi êtes-vous le plus fier ? Je suis plutôt quelqu'un d'insatisfait. J'ai tendance à regarder ce que j'ai raté plutôt que réussi. Néanmoins, avoir une entreprise avec presque 6000 personnes, pouvoir déployer une vision à long terme et pouvoir mettre en place une organisation du travail progressiste me donne une énergie folle. Une entreprise, même si vous en êtes l'actionnaire principal, ne vous appartient plus totalement. Elle appartient aux gens qui y travaillent et y consacrent une partie de leur vie. Cela permet d'envisager de grands projets car vous avez une puissance pour les réaliser. Paiement en magasin, comment Yavin veut supprimer les commissions bancaires, à lire sur e-marketing.fr en date du 17 juin. La fintech Yavin veut disrupter l'encaissement en magasin avec une gamme de terminaux de paiement nouvelle génération et une méthode de paiement de compte à compte gratuite. Yavin veut bousculer les grands réseaux Visa, Mastercard grâce au paiement de compte à compte. L'initiation de virements combinés au déploiement de l'instant payment permet de réaliser un paiement instantané et garanti et surtout gratuit. Jusqu'à présent, seuls les réseaux de cartes CB, Visa et Mastercard étaient en mesure de garantir en quelques secondes qu'un paiement réalisé par un client sera bien payé à un marchand. C'est cette garantie qui a permis le développement des moyens de paiement numériques. Désormais, l'Instant Payment offre la même garantie de paiement aux marchands avec 2 intérêts majeurs. D'abord, l'obtention des fonds instantanément versus 24-48 heures avec les réseaux de cartes traditionnels. Ensuite, des frais réduits à 0. Les frais bancaires d'interchange et de frais réseau ne sont pas appliqués lors d'un virement instantané. Concrètement, avec le terminal de paiement de Yavin, le commerçant entre un montant à encaisser sur le terminal de paiement, un QR code est généré et s'affiche sur le terminal, le client scanne le QR code avec son smartphone qui le redirige vers l'application de sa banque afin de valider le montant. Le commerçant perçoit les fonds immédiatement et est notifié sur le terminal. Comment Yavin gagne-t-il sa vie ? Le modèle économique de Yavin se concentre sur les services associés au paiement et non sur les commissions de transaction. Depuis son lancement, Yavin réduit les factures de paiement des commerçants en mettant en concurrence les différentes offres des banques. Cela permet aux commerçants de toujours bénéficier des meilleures conditions. Le gain est non négligeable pour les commerçants avec des paniers élevés ou qui s'adressent à des clients professionnels. Prenons l'exemple d'un commerçant qui vend 1000 € de matériel professionnel à une entreprise. Les frais d'interchange et de réseau sur une carte professionnelle s'élèvent à près de 1%, soit 10 € d'économie. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.